forgot the past again. You heard the lyrics when you came. You know the weight of what it meant. Tu sors ton deuxième album sous le nom de Tahiti Boy and the Palm Tree Family. Ouais, exactement. Et le premier album était sorti en 2008. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Du travail. On est parti en tournée, on a commencé à bosser sur ce disque-là, puis entre-temps, on a eu des retours positifs sur le premier album qui nous ont amenés à faire des musiques de films, à travailler avec d'autres gens. Et puis l'un faisant boule de neige sur l'autre, etc. On a fait plein d'autres choses. Moi, j'ai produit pas mal d'albums pour d'autres gens. Et en parallèle, on travaillait sur ce disque-là qui a pris du temps. Enfin, on a pris du temps, quoi. Ouais. Et au-delà de la musique, du coup, dans les paroles, tu composes en anglais comme sur le premier album. Et là, il y avait des thèmes qui t'ont inspiré plus que d'autres Ouais, il y avait des thèmes. Déjà, j'étais pas mal inspiré par un concept freudien qui s'appelle Unheimliche, qui, si je vulgarise la définition, il n'y a pas vraiment de définition en fait, c'est compliqué. Je me suis un peu engagé dans un truc compliqué à expliquer, mais quand même. En fait, c'est un sentiment de malaise dans un moment de confort. Ça m'a pas mal inspiré pour les paroles et puis pour l'ambiance générale en fait. Pour la pochette du disque aussi. Enfin voilà, c'est une façon de gérer une espèce de montée de stress et d'inconfort. Et ça m'intéressait de retrouver une espèce de truc un peu dark dans les chansons. Ouais, essayer pas de créer un malaise, mais qu'on se dit, tiens, il y a un truc bizarre, je sais pas trop ce que c'est, difficile à identifier. Par exemple, je sais pas, on sait tous qu'une fête foraine, à la fois ça peut être très drôle et à la fois c'est un peu glauque. Bah, c'est ça, Unheimliche en fait. Tout est là, on peut manger une barbe à papa et jouer à dégommer des boîtes de conserve avec une balle en mousse. Et il y a quand même un truc bizarre, des présences un peu partout. Un peu dépressif. Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Ou dans le cirque. Voilà, les clowns, tout ça. Ouais, voilà, les automates, les clowns et tout ça. Après, il y a des exemples plus proches de nous. Je pense souvent la chanson de Francis Cabrel qui s'appelle « Il faudra leur dire ». Elle est complètement Unheimliche. Il y a un chœur d'enfant qui fait peur. Les claviers sont hyper froids. Elle est bizarre, cette chanson. Enfin, voilà. Et ça m'intéressait, quoi. Why don't you call me before you come? Mrs. You've got to call me one before. Mrs. knock on my door pretty late last night. On your way home. Mrs. knock on my door pretty late last night. On your way home. Mrs. You've got to call me before you come. Et alors, depuis ton premier album, aussi en 2010, il y a eu un autre projet, c'était We Are the Lilies, ouais. Sur lequel tu as travaillé notamment avec Jane Birkin et Iggy Pop. C'est quand même deux énormes monstres de la musique. Ouais, c'était marrant. En fait, par le biais d'une animatrice de radio, j'ai pu faire passer notre premier album au leader d'un groupe brésilien dont je suis absolument fan, qui s'appelle Os Mutantes, qui est un des plus gros groupes psychédéliques brésiliens des années 60. Ils ont travaillé avec tout le monde, c'est le groupe préféré de Kurt Cobain. Kurt Cobain leur avait proposé de partir en tournée avec eux. David Byrne les a signés sur son label, etc. Et l'album Beck Mutations est dédié à Os Mutantes. Donc, voilà, c'était un gros truc. Et par le biais de cette personne, elle connaissait quelqu'un de sa famille, elle a transmis le disque et mon email. Et puis j'ai reçu un mail et puis on a correspondu pendant plusieurs mois avec donc Sergio, le boss du groupe. Et puis un jour il m'a dit il m'a appelé, il m'a dit vas-y on se rencontre, on fait un disque. Et j'ai dit bah ouais ok très bien. Et ensuite il y avait deux morceaux, il y en a un on se disait ce serait bien qu'il y ait une femme qui chante. Et puis Sergio, il est plus âgé, il a 69 ans. Il est très fan, en plus il connaissait Paris dans les années 60 et en fait, je crois me rappeler qu'on avait demandé à Françoise Hardy si elle pouvait le faire.
et un peu comme une mafia de femmes d'âge mûr qui chantaient bien, etc. Elle a dit bah non, mais appelez Jane. Enfin, c'était assez drôle, quoi. C'est cool. Et comment c'est de bosser dans un studio avec Iggy Pop? C'est complètement lunaire. Je suis allé à Miami pendant 48 heures pour enregistrer Iggy Pop, qui est arrivé avec toutes ses veines sur son corps et en Marcel. Et il était hyper cool, plein d'humour. Et à la fois, il se rendait pas trop compte de... Enfin, je sais pas si c'était un jeu ou pas, mais à un moment, il me dit, on était en studio, il me dit, oui, tu sais, j'ai un groupe, ça s'appelle les Stooges. Je dis, ouais, je sais. Vaguement au courant. Et après, il me dit, oui, il y a un site internet, ça s'appelle Pitchfork, et ils nous ont demandé de reprendre un album en entier de A à Z des Stooges. Ça s'appelle Funhouse, il y avait quelques bons morceaux dessus. Je dis, bah ouais, c'est super. Et puis, enfin voilà, il me dit, oui, mais moi, je suis trop vieux, ma voix, elle est plus assez aiguë pour chanter ça. Et du coup, toutes les semaines, je vais répéter à Los Angeles et je reviens chez moi à Miami. Enfin, il est vraiment dans un truc... un peu décalé, quoi. Ouais, mais très sympa. Et quand il est revenu à Paris, je suis allé le voir. Il nous a invités à l'Olympia. Enfin, c'était super, quoi. Mais ouais, c'était hors du temps d'aller à Miami pour bosser avec Iggy Pop. Et donc, il y a une tournée d'ailleurs. Une tournée, à ouais, la rentrée, à la et rentrée. des festivals d'ici là. Voilà, et puis quelques dates là pour se préparer. Donc voilà, quoi. Non, c'est cool, c'est excitant. Bon, bah, on vous verra sur scène du coup très bientôt. Bah ouais, on aura plusieurs occasions. Tout le temps, Avec tous les jours. Et bah super. Merci beaucoup d'être venu. Merci en tout à cas. vous. Revenez quand vous voulez. Ça marche.